ukulélé, 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 ukulélé. Bienvenue pour la leçon numéro 27. Une leçon qui va porter sur l'homme au regard déterminé, le Rémétou des pays lusophones, j'ai nommé Amilcar Cabral. Amilcar. Pour cela, revenons au début des années 1940, au Cap-Vert. Et oui, le Cap-Vert ne nous a pas donné que Césaria Evoria, Benji Dedegmaron, Maria Andrade ou Elisio. Il est angolais, je sais, mais il est de parents capverdiens. Rien qu'avec toi, 10 fois, 100 fois. Y a que les connaisseurs qui connaissent ce son. Et pour les autres, pardon, j'arrête. Plus sérieusement, revenons au début des années 1940. Le Cap-Vert va subir 2 des pires famines de son histoire. Je dis 2 de ces pires famines parce que depuis 1580, le Cap-Vert subit 1 à 3 famines par siècle. Pour beaucoup, ces famines sont dues au climat semi-aride de l'archipel. La première va durer à peu près 2 ans, de 1941 à 1943, et la deuxième 1 an, de 1947 à 1948. À elles deux, elles vont comptabiliser plus de 50 000 morts. Et le gouvernement portugais ne va pas bouger le petit doigt. Oui, parce qu'à l'époque, l'archipel du Cap-Vert appartient au Portugal. Nous, souvent, comme des teubés, on a le cliché du Portugais avec sa pelle, sa truelle ou bien gardienne d'immeuble. Mais laisse-moi te rappeler que le grand-père de Figo et le grand-père de Cristiano Ronaldo ont juste enculé une partie de la planète. Le jeune Amilcar Cabral, pourtant issu d'une famille bourgeoise capverdienne, va être touché par ces événements et va diriger ses études vers les sciences agronomiques. Il part étudier 4 ans au Portugal. Chance ou providence, je ne sais guère, mais là-bas, il va rencontrer les futurs leaders du monde africain lusophone. Ils viennent d'Angola, de la Guinée-Bissau, du Mozambique, les Mario Pinto de Andrade, les Eduardo Mondlane, les Vasco Cabral ou encore Marcelino dos Santos. Ensemble, ils vont créer clandestinement le Centro de Estudos Africanos, le centre des études africains. Et ouais, parce que je suis bilingue. Et voilà. Ensemble, ils vont partager leurs idées révolutionnaires et anticolonialistes, qui, je le rappelle, est interdit à l'époque par le régime du président par intérim Antonio de Oliveira Salazar, et pas Serpentar. Mais revenons à Amilcar Cabral. Quelques temps plus tard, il rentre au pays qu'il a vu naître, la Guinée-Bissau, où il est engagé comme ingénieur agronome. Ça ne durera que 2 ans, parce que notre petit filou, écoutez bien, va créer en cachette une organisation politique nationaliste. Tu sens que ça sent pas bon. Organisation qui sera découverte par l'autorité coloniale portugaise. Amilcar Cabral est expulsé de la Guinée pendant 4 ans, de 1954 à 1958. Pendant ces 4 années, il va effectuer de longues missions en Angola. Au concert de Sifort Pedro. En Angola, il va découvrir 2 concepts. Le premier, la négritude. Le deuxième, le marxiste qui va adapter aux réalités africaines. Mélangez tout ça et PAH! Ça vous donne pas des chocs à pic, mais un super révolutionnaire comme Amilcar Cabral. En 1956, Amilcar Cabral est autorisé à rentrer en Guinée-Bissau, mais que par intermittence, 1 fois par an. Il en profite pour monter avec son demi-frère Luis Cabral, futur président de la Guinée-Bissau, et son meilleur ami et bras droit, Aristide Pereira, futur président du Cap-Vert, le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Au début, le parti essaye d'entamer des dialogues avec l'autorité portugaise, mais rien n'y fait. Et quand les discussions ne servent à rien, eh bien il ne reste plus qu'un recours, la violence. Et c'est pour ça que j'aime Amilcar Cabral. Premièrement, parce qu'il fait partie des rares leaders indépendantistes à avoir mené des luttes armées sur le continent. Deuxièmement, parce qu'il a étudié toutes les couches de la société capverdienne et guinéenne pour mener à bien sa révolution. Troisièmement, parce qu'il a côtoyé et s'est lié d'amitié avec des personnalités comme Fidel Castro, le Che Guevara, qui vont beaucoup influencer sa révolution en Cap-Vert et en Guinée. Ces mêmes personnalités qu'il recôtoiera en Angola, à Cuba, au Mozambique, à Alger. Et quatrièmement, Amilcar Cabral a tout mon respect éternel parce qu'il fait partie de ces rares leaders indépendantistes à avoir mené non pas 1, mais 2 pays vers la voie de l'indépendance. La Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Après 1 décennie de lutte entre le pouvoir colonial portugais et le PAIGC, c'est en 1972 que les Nations Unies vont reconnaître le PAIGC comme le parti véritable et légitime du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Est-ce que ça se finit comme ça? Bah non. Comme tout leader indépendantiste, comme tout homme africain qui a voulu arracher son pays aux griffes du colonialisme, c'est le 20 janvier 1973, 6 mois avant les indépendances,
qu'Amilcar Cabral sera assassiné par des membres du gouvernement portugais et par des membres de son propre parti, des membres corrompus. La corruption, éternel problème africain. Tel Moïse et les Hébreux, Amilcar Cabral ne verra pas la terre promise. Dans les années 1990, des rapports et des expertises mettent en cause le demi-frère Luis Cabral et le meilleur ami et bras droit Aristide Pereira dans l'assassinat d'Amilcar Cabral. Sont-ils, oui ou non, mêlés à cet assassinat? Je ne sais guère. Mais je terminerai cet épisode par une phrase du professeur Covey. Quand ton bras droit est devenu président du Cap-Vert, ton bras gauche est devenu président de la Guinée-Bissau, et que toi tu es décédé, quelle question il faut se poser? Pour ma part, je passe un gros big up et un éternel respect à Amilcar Cabral. Ukulélé, ukulélé, c'était la leçon numéro 27. Paix, amour, Cap-Vert, Guinée-Bissau. 10 fois, 100 fois, bébé, parler d'Amilcar. 10 fois, 100 fois, bébé, d'Amilcar Cabral.